Salut les machines, j'espère que vous êtes au top. Aujourd'hui, on va voir ensemble les signes fonctionnels respiratoires. C'est la première vidéo des signes fonctionnels respiratoires où on va voir la dyspnée en premier lieu, puis les douleurs thoraciques et on va finir avec la toux. Donc, d'abord, on commence directement. C'est quoi la dyspnée? Qui va nous définir la dyspnée? On sait que la dyspnée, on l'a déjà fait dans les signes fonctionnels cardiaques. On a déjà dit que c'est une difficulté ou bien c'est une gêne donc respiratoire. Donc, nous, on respire physiologiquement, naturellement, sans prendre compte, sans se prendre compte, bien sans se rendre compte de notre respiration. Par exemple, si je médite et que j'observe ma respiration et que je prends conscience de ma respiration, là, c'est pas une dyspnée. Mais quand je prends conscience de ma respiration sans le vouloir, donc, et puis ça devient gênant, là, c'est une dyspnée. Voilà, donc quand il y a une dyspnée à la respiration qui devient consciente et gênante, c'est ça la dyspnée. C'est une prise de conscience de la respiration, des mouvements respiratoires. Maintenant, comment le patient va vous expliquer ça? Comment il va vous expliquer la dyspnée couramment? Il va vous dire j'étouffe, il va vous dire l'air ne rentre pas, etc. Maintenant, comment constater seul cette gêne à la respiration si votre patient ne vous explique pas ou bien je ne sais pas? Donc, comment vous allez constater ça? Sémiologiquement, chaque symptôme, chaque signe, donc il y a un protocole à suivre. Il y a des questions à poser à l'interrogatoire. Donc déjà, c'est quoi, quel est le type de ta douleur, combien qu'elle dure, c'est quoi les facteurs déclenchants, c'est quoi les facteurs sédatifs, c'est donc la chronicité de cette douleur, son siège, ses irradiations, son début, son évolution, etc. Comme ça, quand on va poser toutes ces questions, on va pouvoir savoir l'origine de cette douleur ou bien l'origine de cette dyspnée et son évolution. Parce que la dyspnée peut être d'origine cardiaque, respiratoire ou autre. Là, nous, on fait la dyspnée d'origine respiratoire. Salut les machines, j'espère que vous êtes au top. Donc aujourd'hui, on va faire ensemble les signes fonctionnels respiratoires, la partie 1. Je vous ai déjà assuré les signes fonctionnels cardiovasculaires. Là, on va faire la même chose pour les signes respiratoires. Donc dans cette vidéo, vous aurez la dyspnée, les douleurs thoraciques et la toux. On commence sans trop tarder par la dyspnée. C'est quoi la dyspnée? Comment on peut définir la dyspnée? Donc la dyspnée, c'est une difficulté, c'est une gêne à la respiration. Donc dans l'état normal, à l'état physiologique normal, notre respiration, donc on respire sans se rendre compte. Donc là, vous respirez sans vous rendre compte. Mais quand on prend conscience de notre respiration, puis il y aura une gêne, voilà, donc c'est ça la dyspnée. La dyspnée, c'est la respiration qui devient consciente et gênante. Maintenant, quand je vous dis une respiration qui devient consciente, s'il y a des gens parmi vous qui méditent, la méditation, c'est une prise de conscience de votre respiration sans pour autant qu'elle soit gênante. Du coup, c'est avec volonté. Mais quand c'est une prise de conscience de la respiration qui est involontaire, là, on parle de dyspnée. C'est ça, c'est un signe, c'est un symptôme qui peut nous renvoyer vers plusieurs pathologies. La dyspnée pourrait être d'origine cardiaque, on l'a déjà faite. On a la dyspnée respiratoire qu'on va voir aujourd'hui et la dyspnée aussi peut avoir comme cause d'autres origines. Voilà, donc comment le patient va vous expliquer cette dyspnée? Il va vous dire que j'étouffe, l'air ne rentre pas, etc. Couramment, c'est comme ça qu'on explique la dyspnée. Maintenant, vous, en tant que médecin, quand vous allez faire votre interrogatoire, vous allez constater déjà comment vous allez constater seul cette gêne à la respiration. Déjà, sémiologiquement, tout symptôme, il a des caractéristiques qu'on devrait suivre. Donc, il y a un protocole de questions qu'on doit suivre. Par exemple, la douleur, quelle est sa durée, quel est son siège, quel est son type, les facteurs déclenchants, les facteurs sédatifs, la chronicité, le début, l'évolution, voilà, etc. On va poser des questions sur toutes ces caractéristiques. Voilà. Pourquoi? Pour savoir, bien évidemment, l'origine et l'évolution, par exemple, de notre dyspnée dans ce cas. Voilà. Donc, la dyspnée respiratoire, là,
on entre dans le vif du sujet, on parle de la dyspnée respiratoire. La dyspnée respiratoire, elle apparaît soit brutalement, d'une façon brutale, puis elle disparaît. Là, on parle d'une dyspnée paroxystique, je vais vous expliquer. Ou bien, par contre, on pourrait avoir aussi une dyspnée chronique, c'est-à-dire elle s'installe et stagne dans le temps et elle s'aggrave. Elle stagne pas, elle s'installe et elle s'aggrave dans le temps. C'est-à-dire la dyspnée selon la classification de NIHA 1, 2, 3 et 4. Donc elle va s'aggraver. Maintenant, donc, si elle est permanente, c'est-à-dire elle est chronique, elle peut subir des exacerbations. C'est difficile à prononcer. Des exacerbations, c'est-à-dire c'est quoi? C'est-à-dire qu'elle va s'aggraver avec le temps, c'est ça. Elle peut subir des exacerbations, donc elle va s'aggraver dans le temps. Il y aura donc une poussée aiguë. Une poussée aiguë, c'est-à-dire on aura le paroxysme. C'est quoi le paroxysme? Le paroxysme, c'est une période d'une maladie, c'est la période d'une maladie où les symptômes sont les plus aigus. On appelle la période d'une maladie où les symptômes sont les plus aigus, le paroxysme. Là donc, quand elle va être permanente, elle pourrait évoluer vers la dyspnée paroxystique, vers le paroxysme, c'est ça. Donc, quand elle est permanente, l'exemple, à l'effort important, à un moment donné, le patient, il va faire une poussée aiguë, voilà, sur un fond de dyspnée chronique. Il a une dyspnée chronique. Sur ce fond de dyspnée chronique, il va faire une poussée aiguë qui va qui va nous donner le paroxysme, c'est-à-dire les signes aigus de la dyspnée, tout simplement. Donc, on parle d'une dyspnée de repos, c'est-à-dire c'est la dyspnée permanente, et on parle de la dyspnée d'effort, selon les signes de la NIHA qu'elle va s'aggraver, tout simplement. On a aussi d'autres classifications de la dyspnée. Par exemple, on parlera d'une dyspnée à l'inspiration et d'une dyspnée à l'expiration. On parlera d'une dyspnée à l'inspiration et à l'expiration. Oui, bien sûr, vous savez que la respiration, elle a deux temps. On a l'inspiration et l'expiration. La dyspnée, donc, c'est une difficulté respiratoire qui peut être soit inspiratoire, c'est-à-dire c'est une difficulté à faire entrer l'air. Voilà, c'est la difficulté qui fait la difficulté à faire entrer l'air qui va prédominer. Donc, on va dire que c'est une dyspnée comment inspiratoire. Et si donc la dyspnée elle est expiratoire, c'est-à-dire c'est la difficulté à faire ressortir l'air qui va prédominer. Là, on va dire que c'est une difficulté, c'est une dyspnée donc expiratoire. C'est ça. On peut aussi classer ces dyspnées selon la fréquence respiratoire. On va dire on a une tachycardie. C'est quand qu'on va dire qu'on a une tachycardie, c'est quand on a plus de 22 cycles respiratoires par minute, donc la fréquence respiratoire elle va augmenter, ou bien on pourrait aussi avoir une dyspnée type bradypnée. La bradypnée, donc on a la fréquence respiratoire qui va diminuer. C'est comme au niveau des signes fonctionnels cardiovasculaires. Tachycardie, parce que c'est cardiaque, on aura la fréquence cardiaque qui va augmenter. Donc là, c'est tachypnée, parce que donc c'est la respiration qui va augmenter. Bradypnée, c'est comme bradycardie, c'est la fréquence respiratoire ici, puisque c'est respiratoire, qui va diminuer, tout simplement. Voilà, donc on a maintenant, voilà, on a parlé de l'évolution, les caractéristiques de la dyspnée. Déjà, dyspnée, c'est la difficulté, pnée, c'est la respiration. C'est une difficulté respiratoire. Je me répète pour que vous compreniez mieux. Parce que la sémiologie, le but, c'est de comprendre. Parce que si on comprend, on n'a pas besoin d'apprendre. Donc, concentrez-vous avec moi. On a dit que l'évolution, elle pourrait être paroxystique, c'est-à-dire elle est brutale, elle est aiguë. Déjà, elle est paroxystique, les signes déjà sont au sommet, c'est aigu. Soit elle pourrait être permanente, c'est-à-dire elle va être en premier lieu déjà
à l'effort, puis elle va être à l'effort moindre, puis voilà, puis elle va devenir permanente, elle va devenir au repos et on va avoir après, elle va évoluer de cette dyspnée chronique, on va avoir une poussée aiguë, cette poussée aiguë, elle va nous faire, elle va nous orienter vers le paroxysme qui est le fait que les signes fonctionnels vont apparaître aigus, vraiment ils vont être aigus, ils vont être au sommet. Les circonstances d'apparition, on a dit soit à l'effort, soit au repos. L'effort, donc, c'est la classification de la NIHA. Au repos, c'est permanent. Les temps respiratoires, elle peut être dyspnée expiratoire, difficulté à faire sortir l'air. Et inspiratoire, c'est une difficulté à faire entrer l'air. Et la fréquence respiratoire, soit c'est une bradypnée, fréquence respiratoire qui diminue, ou bien polypnée, c'est une fréquence respiratoire qui va augmenter. Très bien. Maintenant, on va donc aborder en premier lieu la dyspnée inspiratoire. C'est quoi la dyspnée inspiratoire? La dyspnée inspiratoire, c'est une gêne à faire rentrer l'air. On l'a déjà dit. Donc, comment je vais voir le patient à l'inspection? Je vais voir mon patient qui est en train de tirer. C'est-à-dire, il va tirer au niveau susclaviculaire. Il va tirer. Il va faire un tirage de l'air. Il y a un creusement. Au niveau susclaviculaire, il y a un creusement. C'est dû à la contraction des muscles accessoires. Donc, il met en jeu les muscles accessoires au niveau du cou et susclaviculaire. Et au niveau susclaviculaire, donc, quand je vais voir ce tirage susclaviculaire, cette contraction, ça va m'orienter vers un obstacle situé haut. Ça va m'orienter directement vers un obstacle qui est situé dans les voies aériennes hautes. Donc, situé en général, au niveau du larynx. Voilà. Quand c'est inspiratoire, vous devez retenir ça. Dans la dyspnée inspiratoire, vous devez retenir ce que je dis maintenant. Quand c'est inspiratoire, c'est une dyspnée inspiratoire, il y aura un obstacle au niveau des voies aériennes hautes. Plus le larynx. C'est plus au niveau du larynx. Généralement, c'est le larynx. Je vais vous donner un exemple. Une fausse route chez l'enfant. Un enfant qui va faire une fausse route. Il y aura un blocage au niveau du larynx. Donc, on aura une dyspnée inspiratoire. Il va faire le tirage susclaviculaire. Voilà, donc l'enfant, il va faire donc, ce tirage avec un stridor. C'est quoi le stridor? C'est un bruit anormal qui est bruyant. Là, c'est un symptôme qui va nous dire qu'il y a, par exemple, une dyspnée inspiratoire chez un enfant. Parce qu'un enfant, sa voix comme ça, elle est toute douce et toute petite. Et elle ne peut pas faire ce bruit bruyant et anormal. Donc, ça va nous orienter vers ce blocage au niveau du larynx. Je vais vous donner un autre exemple. Le cancer du larynx aussi. On aura une dyspnée inspiratoire parce qu'il y a un blocage. La diphtérie, c'est quoi la diphtérie? C'est un autre exemple que je vous donne. C'est une infection bactérienne aussi qui va nous donner ce blocage. Chez l'enfant aussi, on pourra aussi avoir les laryngites. Les laryngites, en plus de la voix qui va être modifiée lors des laryngites, soit donc la voix comment elle va être? Soit elle va être éteinte, c'est-à-dire fermée, soit bitonale. C'est-à-dire quoi bitonale? On aura deux tonalités. C'est comme s'il y a deux personnes qui parlent. On aura une superposition de deux voix. Donc, voilà, donc on aura cette dyspnée inspiratoire. En plus de ça, on aura l'atteinte de la voix. En fonction de l'atteinte, donc soit éteinte, soit bitonale, c'est en fonction de quoi? C'est en fonction de l'atteinte d'une seule ou bien d'une seule voix, d'une seule corde vocale ou bien des deux cordes vocales. Tout ça, ça nous oriente vers le larynx. Tous ces exemples que j'ai dit, c'est au niveau du larynx. Donc, qui dit dyspnée inspiratoire, on va dire c'est au niveau des voies aériennes, plus le larynx. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de cette planche? Normalement, j'ai tout expliqué. Les étiologies habituelles, j'ai dit obstruction des voies respiratoires proximales, le rétrécissement laryngé, on a dit les exemples, ou trachéal, la laryngite et le corps étranger, par exemple, quand on aura une fausse route. Très bien. Maintenant, on fera quoi? Maintenant, on va faire la dyspnée expiratoire. C'est-à-dire, la dyspnée expiratoire, c'est une gêne. On a dit, le patient, il aura une gêne à l'expiration. Il aura une gêne à faire ressortir l'air. Ici, donc, le patient, il aura une atteinte des voies aériennes distales.
C'est pas comme la dyspnée inspiratoire où on a dit il aura un problème, un blocage au niveau du larynx, au niveau des voix hautes. Là, contrairement à l'inspiratoire, la dyspnée expiratoire, c'est une atteinte des voies aériennes distales, c'est-à-dire qui sont distantes, au loin. Plus, c'est les bronchioles, c'est les branches, au niveau des branches, au niveau des bronchioles. Donc là, le patient, il va mettre en jeu quoi? Il va mettre en jeu les muscles expiratoires accessoires. Les muscles expiratoires accessoires, quels sont ces muscles-là? On a les muscles intercostaux au niveau entre les côtes. Donc entre les côtes, on aura des creusements. La paroi entre les côtes va être concave à l'extérieur. Voilà, on aura aussi des creux susternales. Il y aura des creux susternales. Voilà. Voilà, donc c'est ça les muscles accessoires. Donc là, tout ça va nous orienter vers une dyspnée expiratoire. Donc il a du mal à expliquer. Généralement, le patient il va venir, il a même du mal à expliquer ce qu'il veut dire. Voilà, il s'exprime même pas bien. Voilà, il a du mal au fait. C'est à cause de cette dyspnée expiratoire. Généralement, il s'agit d'une bradypnée. D'ailleurs, je l'ai mis entre parenthèses ici. Donc, il s'agit d'une... ils l'ont mis entre parenthèses ici. Donc, c'est une bradypnée. Voilà. Voilà, donc l'exemple typique. C'est quoi l'exemple typique? Déjà, voilà, attends, j'ai pas terminé. On aura aussi, donc on aura déjà ces muscles intercostaux et ces creux sternales qu'on va voir. On aura la mise en jeu de ces muscles, on aura une bradypnée et on aura aussi les râles sibilants. C'est comme des sifflements à l'auscultation. Donc l'exemple typique de cette dyspnée expiratoire, c'est l'asthme. C'est les crises d'asthme, c'est l'asthme bronchique qui est qui touche surtout les jeunes, voilà, qui ont l'asthme. C'est les jeunes. Quand c'est la cause respiratoire, si c'est cardiaque, l'asthme cardiaque, c'est surtout chez les vieux et tout, chez les sujets âgés. Maintenant, si c'est l'asthme courant qu'on connaît tous, c'est pratiquement une dyspnée expiratoire. Ça, c'est important à retenir aussi. L'asthme, c'est une dyspnée expiratoire de type bradypnée où on aura la mise en jeu des muscles intercostaux et du creux sternal. On aura des râles sibilants. Voilà. Donc, c'est pratiquement ça. Donc maintenant, je vais ouvrir une parenthèse. On a dit, ça c'est la dyspnée d'origine respiratoire. Maintenant, on a déjà fait la dyspnée d'origine cardiaque. Je vais juste vous rappeler que là, on va avoir plus une polypnée. C'est quoi la polypnée? Poly, c'est plusieurs. Pnée. Donc plusieurs respirations superficielles et rapides. C'est-à-dire là, c'est rapide et superficiel. C'est le contraire de profond. C'est pas des respirations profondes, c'est superficiel. C'est-à-dire, il y a un petit volume, un tout petit volume d'air qui est mobilisé dans ce cas. On aura donc les alvéoles, elles sont remplies d'air, mais on renouvelle juste le volume courant qui est petit. Donc là, un renouvellement, il n'est pas complet, le renouvellement de l'air. Juste une petite quantité d'air qui est renouvelée et c'est le volume courant, juste à la superficie. Donc là, je voulais juste je ne sais pas ce que vous connaissez ou pas, mais en tout cas, je voulais bien vous expliquer ce terme polypnée, qui sont les respirations superficielles. Ok. Voilà, maintenant, voilà, polypnée, c'est ça. L'hyperpnée, c'est quoi? L'hyperpnée, on a plus de volume d'air. Donc, c'est des respirations profondes. Je vais juste vous dessiner un peu. On a la polypnée. La polypnée. On aura comme ça, des respirations comme ça. Donc, toutes petites, mais superficielles et rapides. Et l'hyperpnée, ça, c'est la poly. Ici, c'est la poly. Et l'hyperpnée, c'est-à-dire on aura des respirations comme ça profondes, voilà, profondes. Des inspirations profondes, des expirations profondes. Inspiration profonde, expiration profonde. Inspiration profonde, expiration profonde. Inspiration profonde, expiration profonde. Où on aura une mobilisation de plus de volume d'air.
Ça, c'est juste entre parenthèses. Maintenant, donc, comme remarque, on étudie, c'est vrai qu'on étudie une par une, donc ces dyspnées-là, c'est tous ces types-là, toutes ces caractéristiques, toutes ces classifications, mais on peut les avoir en même temps. Je vous donne l'exemple de cet asthme bronchique, la crise d'asthme, on aura déjà une polypnée, et c'est ce que je vous ai expliqué, c'est comme celle d'origine cardiaque, donc on aura une polypnée dans l'asthme, et on aura aussi une dyspnée expiratoire. On aura une dyspnée expiratoire et une polypnée. C'est ça. Et cette polypnée, elle va nous orienter vers cette bradypnée parce que c'est superficiel, c'est pas assez bien. Les alvéoles ne sont pas, elles sont remplies, mais le renouvellement il est pas bien. Donc on va pas respirer d'une façon profonde et bien. Donc on dit c'est une bradypnée et c'est une dyspnée expiratoire. Donc aussi il y aura une polypnée dans l'asthme. Si vous voyez un asthmatique, il va respirer beaucoup et superficiellement, donc la fréquence respiratoire elle va vraiment euh, elle va être l'asthmatique, il peut même pas expirer. Il peut pas expirer l'air bien, il peut pas bien expirer l'air. Donc il va faire des respirations juste superficielles. Voilà, donc il y aura une inspiration chez l'asthmatique, mais puis l'expiration elle va être gênée. Puis quand elle va être gênée, il aura des polypnées comme ça. Voilà. Donc maintenant, donc on a dit la dyspnée c'est quoi? La dyspnée c'est une gêne respiratoire. Cette gêne c'est quoi? C'est une réaction à quoi dans l'organisme? C'est une réaction généralement à une hypoxie, à un manque d'oxygène. Très bien. Donc voilà, donc je vous ouvre comme ça des parenthèses pour mieux comprendre. Par exemple, quand je vous dis la respiration, c'est quoi? C'est un acte réflexe. Donc on sent pas, on se rend pas compte qu'on respire. Il y a donc quoi? Il y a donc un centre respiratoire, puisque c'est réflexe. Au niveau bulbaire, au niveau du tronc cérébral, il y a des voies afférentes, efférentes comme tout centre. Donc voilà, donc ici, on aura le diaphragme, les muscles, etc. Euh, voilà, les muscles et tout. Les poumons, les bronches, et tout, qui vont être des voies afférentes, efférentes et tout. Maintenant, donc, il y a une seule voie qui vient du centre respiratoire qui est le nerf phrénique. Vous le savez. Et vers le centre, il y a des voies. Il y a des voies vers le centre, le sinus carotidien, qui va partir vers les voies respiratoires, etc. Il y aura beaucoup de voies. Donc, quand on aura une dyspnée, on aura une hypoxie. On a dit, c'est l'hypoxie qui va nous donner cette dyspnée. Il y aura l'hypercapnie. Donc, l'hypoxie, l'hypercapnie, l'acidose, par exemple. Voilà, l'acidose, etc. Tout ça, c'est des alertes. C'est des alertes, il y a un problème. Elles vont alerter le centre respiratoire. Le centre respiratoire, il va euh, il va ordonner pour changer le rythme respiratoire. C'est comme ça que ça se passe. Voilà, donc maintenant, c'est juste pour que vous sachiez qu'il y a ce centre respiratoire qui va réguler puisque c'est un acte réflexe. Maintenant, on va passer vers nos causes. Maintenant, on a parlé de la dyspnée expiratoire, inspiratoire, bradypnée, tachypnée. On a parlé aussi de la permanente, de la chronique, au repos, à l'effort, etc. Maintenant, quelles sont ces causes? Quelles sont les causes respiratoires, puisqu'on est au niveau respiratoire, on ne doit pas sortir du sujet. Les causes respiratoires qui vont nous donner cette dyspnée. Donc, déjà, il faut savoir que, autre que respiratoire, on a d'autres causes. Je vais vous donner juste deux exemples. L'anémie, par exemple, qui est une diminution du taux d'hémoglobine, l'hémoglobine qui transporte l'oxygène, l'O2. Donc, l'anémie, il y aura quoi? Il y aura un stimulus au niveau du centre, au niveau bulbaire, il y aura une alerte. Donc, au niveau bulbaire, le centre, comment il va percevoir ça? Il va percevoir ça comme une hypoxie. On s'en fout si hémoglobine ou pas hémoglobine, c'est l'hypoxie. Donc, on pourra avoir une dyspnée en fonction du taux d'hémoglobine et tout. Voilà.
en fonction du taux d'hémoglobine, est-ce que c'est stable ou instable, cette anémie, etc. L'apport. Donc, on aura peut-être une dyspnée au niveau de l'anémie. L'acidose aussi, on pourra, le pH qui va diminuer et tout, on pourra avoir une dyspnée. Maintenant, on est censé plus nous concentrer sur les causes respiratoires. Donc, tout ce qui peut atteindre les alvéoles, tout ce qui peut troubler les alvéoles, les voies aériennes, de haut en bas, l'interstition qui est entre les alvéoles, le tissu conjonctif entre les alvéoles, tout ce qui peut atteindre les poumons, tout ce qui peut atteindre la plèvre, tout ce qui peut gêner l'extension au niveau de la plèvre, tout ce qui est d'origine pariétale, par exemple la scoliose. La scoliose, c'est quoi? Au niveau du rachis, on aura comme un S. Donc, la colonne vertébrale, elle n'est pas dans sa bonne forme. Donc là, tout ce qui peut gêner, l'origine pariétale, on a dit l'exemple de la scoliose. La scoliose, elle va entraîner quoi? Une diminution du volume des poumons, de la capacité pulmonaire. Donc tout ce qui peut gêner le remplissage des alvéoles, on l'a dit. Tout ce qui peut gêner le remplissage des alvéoles, donc au niveau des voies aériennes, de l'interstition, des poumons, de la plèvre, de l'origine pariétale, etc. Tout ça, il peut donner une dyspnée. C'est comme ça au niveau respiratoire. Donc, on commence une par une. On commence d'abord par la paroi. On a dit, c'est la scoliose. Au niveau de la paroi, on pourra avoir de la scoliose par exemple. Donc, diminution du volume du poumon. On aura une diminution du volume du parenchyme pulmonaire. Donc, on aura moins de parenchyme pulmonaire, par exemple. On va continuer par exemple au niveau de la plèvre. Au niveau de la plèvre, on pourra avoir un épanchement pleural, liquidien ou aérien. Aussi, il va gêner la respiration. Donc l'extension d'une partie du poumon, elle va pas se faire bien. Donc on aura une dyspnée. Au niveau aussi du parenchyme pulmonaire. Donc vous voyez comment j'ai procédé. On a commencé par tout ce qui peut gêner la paroi. Par exemple la scoliose. Tout ce qui peut gêner la plèvre, qui peut donner une dyspnée. Les épanchements pleuraux, liquidiens ou aériens. Tout ce qui peut gêner le parenchyme pulmonaire. Par exemple, une inondation alvéolaire par du liquide lors de l'OAP, de l'œdème aigu du poumon. On l'a déjà fait, d'origine cardiaque. Lors de l'OAP, qui est d'origine cardiaque, également, on a les échanges gazeux qui ne vont pas se faire bien. Donc, on pourra avoir une dyspnée. Aussi, imaginez une atteinte au niveau de l'interstition, qui est le tissu conjonctif entre les alvéoles. Donc tout ça, l'interstition, il va gêner aussi les échanges, les gaz et tout, les échanges gazeux, donc on aura une dyspnée. Voilà. Aussi, donc tout ça, on a bien expliqué ça, les causes respiratoires, tout ce qui peut atteindre, on a dit la paroi, la scoliose, la plèvre, épanchement pleural liquidien aérien, parenchyme pulmonaire, l'OAP par exemple d'origine cardiaque qui va entraîner une gêne aux échanges gazeux, donc dyspnée, interstitium aussi un problème ou bien une atteinte à ce niveau-là, il va gêner les échanges gazeux, donc une dyspnée. Aussi, on pourra avoir comme cause respiratoire une infection pulmonaire. Alors, une infection pulmonaire, par exemple une pneumopathie, il y aura une condensation des alvéoles. Or, normalement, les alvéoles, c'est une cavité, donc elle est remplie d'air, normalement. Une partie du poumon qui ne va pas participer aux échanges gazeux lors d'une pneumonie, lors d'une infection pulmonaire, une partie qui ne va pas participer aux échanges gazeux, donc on peut avoir également une dyspnée. Voilà. Aussi, on passe aussi aux vaisseaux, les vaisseaux pulmonaires. Par exemple, si on a une embolie pulmonaire, elle peut entraîner un infarcissement pulmonaire. Donc une partie du poumon aussi qui ne va pas participer aux échanges gazeux, on aura donc une dyspnée. Aussi, parmi les causes respiratoires d'une dyspnée, on pourrait avoir une obstruction des bronches, une obstruction du larynx. Tout ça va entraîner également une dyspnée. Ça, c'est pulmonaire.
c'est tout ce qui est pulmonaire, c'est tout ce qui est respiratoire. On a dit qu'il y a d'autres causes de la dyspnée, par exemple l'anémie, comme je vous l'ai cité bien avant, les cardiopathies, on les a déjà faites, tout ce qui peut donner la dyspnée. On pourrait avoir aussi des problèmes, par exemple musculaires, une myopathie des myosines, avec par exemple atteinte respiratoire, myopathie des myosines, les myosines au niveau des muscles, avec atteinte respiratoire. Donc là, les muscles ils vont pas bien se contracter, on pourrait aussi avoir une dyspnée. Donc maintenant, pour chacune des pathologies que j'ai citées, par exemple au niveau de la paroi, de la plèvre, du parenchyme, de l'interstitium, des infections pulmonaires, ou bien par exemple au niveau des vaisseaux pulmonaires, l'obstruction des bronches, du larynx, ou bien voilà, par exemple, d'autres causes, par exemple anémie, cardiopathie, problèmes musculaires et tout, toutes ces causes-là, toutes ces pathologies-là, la dyspnée à leur niveau, elle peut avoir plusieurs caractéristiques. Ça dépend. Par exemple, au niveau de l'asthme qu'on a donné, l'asthme bronchique, la dyspnée, c'est une dyspnée paroxystique, c'est-à-dire les signes ils sont au sommet, ils sont aigus. C'est une bradypnée. Voilà, donc il y aura la fréquence respiratoire qui va diminuer et elle est expiratoire, c'est une gêne à l'expiration. C'est une gêne à faire ressortir l'air. Voilà. Donc là, voilà. Donc, c'est ce qu'on a dit par exemple, c'est comme ça. Au niveau de l'asthme, on aura une dyspnée paroxystique, bradypnée, expiratoire. Trois caractéristiques. L'OAP par exemple, l'œdème aigu du poumon, c'est une origine cardiaque, on aura une polypnée. Une polypnée, il faut savoir que l'OAP c'est incompatible avec la vie, c'est une urgence vitale à traiter. C'est une hypoxie, donc il faut vraiment agir rapidement. Voilà, et ça se traite. Une insuffisance, par exemple, cardiaque gauche peut donner aussi une dyspnée chronique. Là, elle peut donner une dyspnée chronique progressive, mais qui peut avoir des exacerbations. Elle peut avoir des exacerbations de type OAP par exemple. Une insuffisance cardiaque gauche peut évoluer vers une OAP et l'OAP elle peut donner une polypnée. Donc, mais l'insuffisance cardiaque gauche en soi, elle va commencer en étant une dyspnée chronique, en ayant un signe accompagnateur comme dyspnée chronique progressive. Elle peut avoir aussi des exacerbations et une aggravation, quoi. Voilà. Quand c'est permanent. Si on ne traite pas, bien sûr, si on ne traite pas une insuffisance cardiaque gauche, avec la permanence et tout de ces signes de gravité, on pourrait avoir un OAP, bien évidemment. Donc jusque-là, normalement, j'ai bien résumé le truc, on a dit tout ce qui est dyspnée, on l'a bien traité. Maintenant, je vais passer vers la dernière partie des dyspnées, des signes fonctionnels respiratoires, c'est les fausses dyspnées. Pourquoi on les appelle déjà fausses? Fausses dyspnées car il n'y a pas de substratum organique. C'est-à-dire, c'est pas comme tout à l'heure, quand je vous ai parlé de toutes ces dyspnées-là, soit le substratum organique c'est le parenchyme, soit c'est les vaisseaux, ou bien l'hémoglobine qui est basse durant l'anémie, ou bien c'est le cœur pour l'OAP, ou bien par exemple c'est la plèvre, c'est le parenchyme, c'est l'interstitium. Là, dans toutes ces dyspnées-là, il y a un substratum organique. Mais dans les fausses dyspnées, tous les organes de la respiration sont normaux. Sains. Tous les organes sont normaux. Ils sont sains. Il n'y a pas de problème. Mais ici, il y a plutôt un autre problème. C'est un problème au niveau du sang. On a le premier type là, de fausse dyspnée qu'on appelle dyspnée périodique de Cheyne-Stokes. Cette dyspnée périodique de Cheyne-Stokes, c'est une dyspnée où on aura une augmentation de l'amplitude de la respiration, puis une diminution progressive. Donc, comme vous le voyez sur le schéma, une augmentation, une diminution, augmentation, diminution, augmentation, diminution, puis apnée. On aura une apnée, une absence de respiration, une apnée, puis ça se répète. Ça se voit surtout dans l'hypoxie cérébrale. Ce type de dyspnée périodique de Cheyne-Stokes, ça se voit surtout dans l'hypoxie cérébrale qui peut avoir plusieurs causes.
L'hypoxie cérébrale, elle pourrait avoir plusieurs causes. Parmi elles, on aura l'insuffisance cardiaque sévère. Par exemple, l'insuffisance cardiaque sévère, on aura le débit cardiaque qui va diminuer, il va être très bas, l'oxygène aussi, il va diminuer. Donc, le premier qui va souffrir de ça, c'est le cerveau. Donc, il y aura une hypoxie cérébrale, par exemple. Ça réagit... ça réagit comme ça, avec ce type de fausse dyspnée. On aura une fausse dyspnée de ce type-là, où on aura, augmentation, diminution comme ça rapidement, puis on aura une apnée, puis ça se répète. Ok, ça c'est le premier type de dyspnée. Dyspnée périodique de Cheyne-Stokes. Ce que vous devez retenir, l'amplitude de la respiration diminuer progressivement, puis augmenter, diminuer, puis on aura une apnée, ça se répète, surtout on la voit dans la dyspnée, dans l'hypoxie cérébrale, parmi ces causes, on a l'insuffisance cardiaque sévère, très bien. On a le deuxième type de fausse dyspnée, ce qu'on appelle la respiration de Kussmaul. La respiration de Kussmaul, c'est un cas d'acidose, métabolique. Ça se voit dans l'acidose métabolique, quand on a le pH qui va diminuer, cette diminution, elle va affecter le centre respiratoire. On a dit, c'est le centre respiratoire qui va s'occuper de ce type des types de dyspnée, donc qu'il va ordonner pour le corps. Donc, on aura, en cas d'acidose métabolique, comme vous le voyez sur ce schéma, là, comment le centre respiratoire va réagir, on aura des inspirations profondes, puis des pauses, des apnées, puis l'expiration profonde, apnée, inspiration profonde, apnée, expiration profonde, apnée, comme ça, comme vous le voyez ici. On aura inspiration profonde, apnée, expiration profonde, apnée, inspiration profonde, apnée, expiration profonde, apnée, inspiration profonde, apnée, etc. Comme vous le voyez ici. Donc, ce qu'on appelle en créneau, c'est une respiration en créneau. Au niveau de l'acidose métabolique, c'est une respiration lente, profonde et régulière. Les deux temps sont de durée égale et sont séparés par des pauses. L'inspiration profonde et l'expiration profonde sont de durée égale et sont séparés par des apnées comme ça qui se répètent. Tout simplement, c'est ça la respiration de Kussmaul que vous avez vu dans ce schéma. Donc, puis on a le troisième type de fausse dyspnée, c'est la respiration périodique de Pickwick. C'est là, normalement, vous avez vu dans la sémiologie pondérale. Donc, c'est là, elle est irrégulière, elle est nocturne. Donc là, elle se voit surtout chez les obèses. Donc, comme ici, vous voyez, il y a une inspiration lente et profonde, suivie d'une expiration, puis de mouvements respiratoires rapides et courts, puis apnée. Comme il fait des pauses, ces pauses d'apnée, durant le sommeil, donc le sommeil, il ne va pas être réparateur. Ce qu'on appelle le sommeil, on aura des apnées, les apnées, le sommeil avec apnée. C'est ça, chez les obèses, on observe vraiment ça. Donc il fait des pauses dans le sommeil, donc il ne dort pas profondément, donc le sommeil déjà il n'est pas réparateur. Donc durant la journée vous allez voir c'est des sujets qui sont ils auront des somnolences, et généralement ces sujets là qui font ces apnées là ils peuvent vraiment faire, c'est des sujets à terrain d'HTA, ils peuvent faire une hypertension artérielle. Si on ne répare pas cette apnée de sommeil, on peut arriver à l'HTA, mais si on la répare, on peut ne pas arriver à l'HTA, à l'hypertension artérielle. Voilà, donc c'est ça le troisième type de dyspnée. Donc on a dit, dans les fausses dyspnées, il n'y a pas d'atteinte organique, le problème, par exemple, il peut être comme l'acidose et tout, donc voilà, il n'y a pas... il n'y a pas d'atteinte organique, pas de problème au niveau de la cage thoracique, ni des bronches, ni de la plévronie, il n'y a rien. On a dit l'insuffisance cardiaque par exemple à des stades tardifs sévères et décompensés. Quand c'est décompensé, on ne peut plus compenser, on ne peut plus récupérer. On peut avoir aussi, comme on a dit ici, la dyspnée de Cheyne-Stokes. La dyspnée de Cheyne-Stokes, on a dit ça. Voilà. Donc surtout, au niveau de la dyspnée, ce que vous devez retenir, c'est qu'il faut décrire votre dyspnée. Est-ce qu'elle est inspiratoire ou bien expiratoire ?
de type bradypnée ou bien tachypnée. Voilà, comment est-ce qu'elle dure, est-ce qu'elle est temporaire, est-ce qu'elle est permanente, est-ce qu'elle survient à l'effort ou bien au repos à l'effort, à quel stade de l'ANIHA, etc. C'est tout ce que vous devez retenir. Donc, on va continuer avec les douleurs thoraciques, qui est l'autre signe fonctionnel respiratoire qu'on va étudier ensemble. On a déjà vu ensemble les douleurs d'origine cardiaque. Les douleurs thoraciques d'origine cardiaque, si vous voulez, vous êtes intéressé de voir la vidéo, je vous la mets en description. Sinon, on a dit que les douleurs thoraciques, elles sont plutôt, donc les douleurs thoraciques d'origine cardiaque, on avait déjà dit qu'elles sont plutôt rétrosternales. C'est ce qu'on a dit. On a dit qu'elles sont plutôt rétrosternales, précordiales, rétrosternales. Mais souvent aussi, elles auront des irradiations selon la pathologie. Donc, selon la pathologie que j'ai, au niveau cardiaque, j'aurai une douleur thoracique rétrosternale avec des irradiations. Selon la pathologie, j'aurai des irradiations différentes. Très bien. Donc, nous allons voir maintenant les douleurs thoraciques d'origine pulmonaire et les douleurs thoraciques d'origine pariétale. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que les douleurs thoraciques respiratoires, il y en a deux. Il y en a deux origines. Soit c'est une origine pulmonaire, soit c'est une origine pariétale. Et le but de cette vidéo, c'est que vous allez sortir de cette vidéo-là, vous allez, quand vous allez terminer cette vidéo, vous devez apprendre quelque chose. Vous devrez distinguer la douleur thoracique respiratoire d'origine pulmonaire et la douleur thoracique respiratoire d'origine pariétale. C'est ça le but du cours, ou bien c'est le but de faire le signe de douleur thoracique respiratoire. Très bien. Donc, il faut savoir déjà qu'en réalité, le poumon, il n'est pas innervé, sauf les parties vraiment périphériques, c'est-à-dire on va les appeler les parties sous-pleurales. C'est les parties sous-pleurales du poumon qui sont innervées. Mais le poumon en soi, il n'est pas innervé. Très bien. Déjà, il faut savoir ça. Maintenant, la plèvre, contrairement au poumon, on a dit qu'il n'est pas innervé, sauf les parties sous-pleurales. La plèvre, par contre, elle est richement innervée. Elle est très riche en nerfs. Donc, ça veut dire quoi qu'elle est riche en nerfs? C'est-à-dire tout ce qui va la toucher, tout ce qui va toucher la plèvre, ça va être très douloureux. Là où il y a des nerfs, quand il y a une atteinte de ces nerfs, un problème au niveau de ces nerfs, donc il y aura une douleur intense. Très bien. Maintenant, donc, on a dit, donc maintenant, au niveau de la paroi du poumon, qu'est-ce qu'il y a? On va trouver l'os, on va trouver les muscles, on va trouver les nerfs. Et parmi ces nerfs, essentiellement, on va trouver les nerfs intercostaux. Entre les côtes, il y a des nerfs. Dans cet espace intercostal, on a essentiellement ces nerfs qui vont être les nerfs qui vont innerver la paroi. Très bien. Qu'est-ce qu'on va trouver aussi au niveau de la paroi, au niveau pariétal? On va trouver aussi des articulations chondrosternales et les articulations chondrocostales. Je m'explique. Les articulations chondrosternales, c'est entre les cartilages et le sternum. Et les articulations chondrocostales, c'est entre les cartilages et les côtes. Très bien. Donc, tous ces éléments-là que j'ai cités, c'est-à-dire au niveau de la paroi, que je peux trouver, les muscles, les nerfs, les os, les articulations, même au niveau du poumon, au niveau pulmonaire, par exemple la plèvre, le parenchyme, etc. Tous ces éléments-là, ils peuvent être à l'origine d'une douleur thoracique. Vous avez compris. Donc, les douleurs thoraciques respiratoires, j'ai plusieurs éléments à l'intérieur de la paroi et au niveau du poumon. Donc, tous ces éléments-là, soit pariétal, soit pulmonaire, ils peuvent être touchés. Et selon ce qui est touché, je vais dire soit c'est une douleur thoracique d'origine pulmonaire, si c'est les éléments du poumon qui ont été touchés, soit c'est une douleur d'origine pariétale, si c'est les éléments de la paroi qui ont été touchés. C'est tout, c'est très facile. Maintenant, qu'est-ce que je veux aussi que vous compreniez? On a dit, ces douleurs-là thoraciques respiratoires peuvent être d'origine pulmonaire, mais par exemple, une douleur pulmonaire, elle peut être pas respiratoire.
pas d'origine respiratoire. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, une origine cardiaque. Si j'ai surtout une insuffisance coronaire. Une insuffisance coronaire, c'est quoi l'insuffisance coronaire au niveau cardiaque? C'est la diminution de l'apport sanguin au myocarde. C'est-à-dire une zone myocardique insuffisamment alimentée, elle n'est pas bien alimentée en sang, elle va déclencher une douleur, c'est un angor. Et elle peut aussi se nécroser. Elle peut donner un infarctus du myocarde. On ne rentre pas dans les détails. Tout ça, on l'a dit dans les signes fonctionnels cardiovasculaires. Donc là, je veux juste que vous compreniez que l'insuffisance coronarienne, c'est une diminution de l'apport sanguin au myocarde. Cette diminution de l'apport sanguin en myocarde, elle va me donner une douleur. Et cette douleur-là, je vais la ressentir au niveau des poumons. Mais en vrai, son origine, elle est cardiaque. Elle n'est pas respiratoire. Vous comprenez. Essentiellement, je vais donner aussi la péricardite. La péricardite, c'est quoi? C'est une inflammation du péricarde. Ce péricarde-là, donc, c'est quoi? C'est le mince sac. Le péricarde, c'est le mince sac protecteur à double membrane qui va nous envelopper le cœur. Maintenant, il y a un liquide lubrifiant qui se trouve entre les deux membranes. Normalement, grâce à lui, les membranes glissent l'une sur l'autre sans frottement. C'est un espace virtuel. Maintenant, quand cet espace-là, il va se remplir de liquide, il y aura une péricardite, c'est une inflammation au niveau du péricarde, ça va donner aussi une douleur. Cette douleur, elle va se localiser en rétrosternal, mais elle va aussi me donner une douleur pulmonaire. Mais cette douleur pulmonaire, elle est d'origine cardiaque. Le but, c'est de différencier ces douleurs. Parce que je pourrais avoir une douleur, c'est vrai, elle est rétrosternale et tout, mais je vais avoir une douleur au niveau des poumons, mais en vrai, le problème, il est au niveau du cœur. Donc, il faut différencier. Est-ce que le problème, il est respiratoire ou bien le problème, il est circulatoire cardiaque? Voilà. Donc, maintenant, je vais vous donner quelques synonymes, quelques mots avec lesquels on va bien avancer après. Quand on dit pulmonaire, l'origine pulmonaire, c'est quoi pulmonaire? C'est-à-dire, ça va contenir la plèvre et le parenchyme pleural. Plèvre, parenchyme pleural, ça va nous donner l'origine pulmonaire. Donc, ça fait référence à l'origine pulmonaire. Donc, quand je vais dire durant tout ce cours, soit pleural, soit pulmonaire, c'est la même chose. Pleural est égal pulmonaire. Origine pleurale ou bien origine pulmonaire, c'est la même chose. Très bien. Maintenant, quand je vais parler de l'origine pariétale, c'est tout ce qui est dans la paroi. Voilà, donc tout ce qui est à l'intérieur de la paroi, c'est pariétal. Donc tout ce qui est à l'intérieur de la paroi peut entraîner une douleur. Et si c'est ce qui est à l'intérieur de la paroi qui va m'entraîner cette douleur-là, je vais dire que l'origine de cette douleur, elle est pariétale, tout simplement. Donc pariétal, c'est à l'intérieur de la paroi. L'élément qui a causé la douleur, il est à l'intérieur de la paroi. Et pleural, l'élément qui a causé la douleur, soit c'est la plèvre, soit c'est le parenchyme pleural. Très bien. Maintenant, on a dit que oui, l'origine cardiaque peut me donner une douleur au niveau du poumon que je dois différencier. Très bien, c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc maintenant, il faut savoir que au niveau de l'appareil cardiovasculaire, par exemple, la douleur qu'on a dit, par exemple, la douleur de l'insuffisance coronarienne, des fois, donc, elle ne siège pas toujours au niveau rétrosternal. Des fois, par exemple, elle peut siéger parfois uniquement au niveau épigastrique. Donc, j'ai une douleur épigastrique, mais en vrai, son problème, c'est cardiaque. Son problème, c'est une insuffisance coronarienne. Même chose, par exemple, une pathologie gastrique, elle peut entraîner une douleur qui siège au niveau du thorax. Vous comprenez? Donc, en vrai, le problème, il est épigastrique, je pourrais avoir une douleur au niveau du thorax. En vrai, le problème, il est cardiovasculaire, je pourrais avoir une douleur au niveau épigastrique. Donc, c'est ça. Il y a des irradiations, qui peuvent nous fausser le résultat. Donc, il faut savoir toutes ces exceptions, mais bien sûr, c'est pas à votre niveau. Vous devez juste savoir le général, les généralités, et c'est juste une introduction à la cardio. Très bien. Donc, je vais juste vous donner des exemples, quelques exemples pour ces irradiations. Par exemple, si au niveau de la vésicule biliaire,
quand il y a un calcul au niveau de la vésicule biliaire avec inflammation de la vésicule biliaire, on appelle ça la cholécystite lithiasique. Cette cholécystite lithiasique, ça peut donner une douleur qui va irradier en bretelles. Elle va irradier en bretelles. C'est-à-dire qu'elle va irradier vers l'épaule et les omoplates, vers l'épaule. Voilà, vers l'épaule et l'omoplate, c'est ça, c'est pourquoi on l'appelle en bretelle. Là, vous voyez, c'est au niveau de la vésicule biliaire, mais les irradiations sont vraiment, voilà, c'est pas c'est pas au niveau de l'origine. Très bien. Donc, il faut faire attention aux irradiations. C'est ce que vous devez vous retenir. Vous devez retenir qu'il faut faire attention aux irradiations. Voilà. Le plus souvent, les douleurs thoraciques sont en rapport avec les constituants du thorax. C'est vrai. Mais parfois, ça peut être en rapport avec un problème abdominal, avec un problème digestif. Vous pourrez avoir une douleur thoracique, mais le problème, il peut être ni respiratoire, ni cardiaque, mais digestif. Très bien. Maintenant, donc, comme toute douleur, quel que soit le siège, il y a des caractéristiques à suivre. C'est comme ça que vous allez poser les questions à l'interrogatoire pour classer cette douleur. Déjà, il faudrait savoir sa topographie, où elle siège, ses irradiations, ses facteurs d'aggravation, ses facteurs de sédation, elle cède à quoi, et les signes qui l'accompagnent, les signes accompagnateurs de cette douleur. On commence par la douleur d'origine respiratoire. Qu'est-ce que ça veut dire donc respiratoire? C'est-à-dire c'est au niveau du thorax, mais là l'origine elle est respiratoire. Là, toutes ces douleurs que je vais vous exposer, tous ces exemples qu'on va donner, c'est typiquement respiratoire. C'est-à-dire soit c'est pleural au niveau du poumon, l'origine il y a un élément au niveau du poumon qui a été touché, c'est pleural, soit c'est un élément à l'intérieur de la paroi qui est touché, on va dire pariétal. Donc là, on va voir les douleurs d'origine pleurale et les douleurs d'origine pariétale. On les a séparées, on va étudier chacune seule. Maintenant, avant de passer à ces douleurs-là, à ces types de douleurs, il faut savoir que les douleurs d'origine respiratoire, elles ont deux caractéristiques. Déjà, elles sont exacerbées, c'est-à-dire elles sont aggravées. Par l'inspiration, elle a tout. C'est-à-dire, si un patient vient et me dit « j'ai mal dans la base de mon thorax », je lui dis « inspire ». Inspire, et quand il va inspirer, je vais déjà voir que ça s'aggrave. Et puis quand tu lui dis ça s'est aggravé, il va vous dire oui. Et même si je lui dis tous, donc je vais voir que ça s'aggrave. Cette douleur va s'aggraver, il va me dire ah ça fait mal et tout. Donc là ça va m'orienter vers l'origine respiratoire. Alors, donc si elle est exacerbée soit par l'inspiration ou bien la toux, donc il a plus mal quand il inspire ou bien quand il tousse, donc ça va m'orienter vers une origine respiratoire. Mais attention toujours, ce n'est pas que la douleur d'origine respiratoire, ce n'est pas que les douleurs d'origine respiratoire qui sont exacerbées, aggravées par l'inspiration par exemple. Au niveau de l'appareil digestif par exemple, les douleurs qui siègent au niveau des deux hippocampes, par exemple le foie essentiellement, donc les douleurs sont aussi aggravée, exacerbée par l'inspiration. Donc juste là, je veux juste vous faire cette remarque parce que c'est pas que les origines respiratoires, les pathologies d'origine respiratoire, bien les douleurs d'origine respiratoire qui sont aggravées par, on a dit par l'inspiration, mais aussi par exemple d'origine digestive, elles peuvent être aggravées par l'inspiration. Très bien, mais il faut juste savoir que celles d'origine respiratoire, elles sont aggravées par ça. C'est ce qui est essentiel. Voilà. Maintenant, donc, voilà, pourquoi déjà les douleurs thoraciques, ça va s'aggraver. Par exemple, le foie, comme j'ai dit, le foie essentiellement, le foie, c'est un organe qui se situe juste au-dessous du diaphragme. Donc, quand on inspire, c'est comme si on va appuyer. Quand tu appuies sur une plaie ou bien tu appuies sur un panari, une plaie, un panari, donc ça va s'aggraver. Mais en règle générale, il faudrait que vous reteniez que les douleurs respiratoires sont aggravées, exacerbées par l'inspiration et la toux. Donc généralement, elles sont unilatérales.
car soit c'est la plèvre gauche qui est atteinte, soit c'est la plèvre voilà, droite qui est atteinte, soit c'est le poumon droit, soit c'est le poumon gauche. Donc, généralement, le plus souvent. Mais si je vous donne, par exemple, l'exemple de l'embolie pulmonaire, c'est commun à l'appareil cardiaque et à l'appareil respiratoire. Donc là, au niveau de l'embolie pulmonaire, si l'embolie, elle est bilatérale, la douleur peut être bilatérale. Mais en général, le plus souvent, elle est unilatérale. Très bien. Maintenant, on va commencer par les douleurs d'origine pleurale. D'origine pleurale, c'est-à-dire, c'est-à-dire d'origine pleurale au niveau du poumon, donc c'est-à-dire soit c'est un épanchement aérien, soit c'est un épanchement liquidien. L'épanchement liquidien peut être soit purulent, c'est-à-dire, voilà, c'est le pus purulent, voilà, c'est une infection, soit il est non purulent, c'est-à-dire c'est une autre origine. Et aussi, liquidien, ça peut être du sang. Là, on l'appelle donc l'hémothorax, quand c'est du sang. Voilà, quand c'est du sang, on l'appelle l'hémothorax. Donc, cette douleur pleurale, elle est de type point de côté. Vous avez tous fait une course à pied. Vous avez tous eu un point de côté, en moins une fois. Donc, c'est ça, cette douleur, elle est de type de point de côté. En général, elle est basithoracique, c'est-à-dire au niveau de la base du thorax, et elle est unilatérale, en général. Donc, on a des exemples. Par exemple, le pneumothorax. Le pneumothorax, il faut savoir que c'est physiopathologique. C'est-à-dire, comment il va se constituer ce pneumothorax? Il va y avoir une rupture de bulle d'emphysème. Cette rupture de bulle d'emphysème qui va se situer au niveau du parenchyme pulmonaire. Elle va se situer au niveau du parenchyme pulmonaire. La rupture de cette bulle dans la plèvre, elle va entraîner une infraction d'air. Elle va entraîner une infraction d'air dans la cavité pleurale. Donc, ça va être brutal, ça va être intense. Voilà, il y aura même des difficultés respiratoires. Il y aura une dyspnée d'emblée, voilà, il y aura des difficultés respiratoires. Donc, quand vous allez voir, on va faire peut-être après les signes physiques, inspection, palpation, percussion, comment on va voir un pneumothorax aux signes physiques. Voilà, donc j'ai dit, le pneumothorax, la cause c'est une rupture de bulle d'emphysème, c'est-à-dire c'est une destruction des espaces aériens dans les bronchioles terminales, ce qui va entraîner une infraction d'air. Donc dans la cavité pleurale, ça va être brutal, intense, accompagné de dyspnée. Voilà, c'est le cas du pneumothorax. Maintenant, là c'est brutal. Maintenant, cette douleur-là d'origine pleurale, elle peut être progressive, à type toujours de point de côté, mais progressivement. Donc là, ça nous oriente plus vers un épanchement liquidien. Car la cavité pleurale, elle va se remplir de liquide de façon plus progressive, contrairement à l'air, comme on a vu au niveau du pneumothorax. C'est plus rapide, c'est plus brutal. Là, puisque c'est des épanchements liquidiens, ça va être progressif. Ça va se remplir peu à peu. Voilà. Donc la douleur, elle est progressive. Elle peut s'accompagner ici, elle peut s'accompagner plus tard d'une dyspnée. Aussi de fièvre. Pourquoi elle peut s'accompagner aussi de fièvre? Parce que si c'est infectieux, par exemple, elle peut s'accompagner de fièvre si c'est infectieux, si c'est purulent, si c'est des bactéries et tout. Elle peut s'accompagner de fièvre. Voilà, donc on a dit donc notre deuxième cas, si c'est le cas de la pleurésie. C'est quoi la pleurésie? C'est ce dont je parlais, c'est l'épanchement pleural. Voilà, donc si c'est d'origine infectieuse, bactérien, ça va être purulent, ça peut s'accompagner de fièvre. Voilà, donc, mais la dyspnée, elle va apparaître si l'épanchement est de grande abondance. Voilà, car ça va comprimer le poumon. Quand ça va comprimer le poumon,
il y a une grande abondance, l'épanchement il est très abondant, donc on pourra avoir une dyspnée par cette compression du poumon. Donc, c'est pourquoi je vous ai dit qu'elle apparaît plus tardivement par rapport à la douleur. La douleur, elle va apparaître au début, le patient, et il va ressentir que de la douleur, mais il n'a pas de dyspnée au début. Mais si ça persiste, ça va augmenter, l'épanchement va augmenter, va être abondant, la dyspnée pourrait apparaître. Voilà, donc j'ai dit, si j'ai une fièvre, ça peut m'orienter vers une origine d'un épanchement purulent. C'est un épanchement purulent. Maintenant, ça dépend, hein. Quand je dis un épanchement purulent, soit c'est un épanchement purulent, je dois d'abord, ça dépend de la température. Si c'est 41, 40, ça peut m'orienter vers un épanchement pleural, mais il faut savoir que cet épanchement, cette pleurésie, elle peut être aussi d'origine tuberculeuse. Par exemple, je prends la température, je vais la trouver 38-39 degrés, ça va m'orienter plus vers la tuberculose. Mais si c'est une température vraiment très élevée, ça peut m'orienter vers un épanchement purulent. Ça, je parle quand c'est accompagné de fièvre. Quand cette pleurésie est accompagnée de fièvre. Très, très bien. Maintenant, notre dernier cas, c'est en cas d'hémoptysie. Hémoptysie, c'est quoi? C'est les crachats du sang par la bouche. Après un effort de toux. Donc, c'est-à-dire quoi? En cas d'hémoptysie, il y a du sang dans la cavité. S'il y a du sang dans la cavité, je peux avoir une hémorragie. Donc, il y a des signes de choc. Elle peut s'accompagner de signes de choc, l'hypotension, le pouls qui est rapide. Là, c'est une hémorragie. Voilà, donc on a dit, je vais récapituler, d'origine pleurale, donc la douleur respiratoire d'origine pleurale, la douleur thoracique respiratoire d'origine pleurale, c'est un type de point de côté, ça peut être brutal dans le cas de la pneumothorax parce que c'est l'air, ça va se remplir rapidement, ou bien progressif, comme c'est le cas des épanchements, c'est du liquide, ça va se remplir peu à peu, comme si vous avez par exemple voilà, le robinet, vous savez, le liquide, ça peut être peu à peu. Voilà, imaginez cette image-là. Les signes accompagnateurs, c'est eux qui vont nous orienter vers telle ou telle pathologie. Voilà, mais en tout cas, il faut savoir que ces douleurs sont exacerbées par la toux et l'inspiration et elles sont unilatérales. C'est ce que vous devez savoir. Maintenant, elle peut aussi être d'origine d'un hémothorax en cas d'hémoptysie, s'il y a du sang qui va accompagner des hémorragies, voilà, il se peut qu'il y ait un hémothorax. Voilà, tout simplement. Maintenant, je vous montre donc ces images radiologiques. C'est des images, donc vous voyez là l'image donc à ma gauche, Donc là, donc il y a des épanchements. On voit que c'est opaque, c'est-à-dire il y a du liquide. Si c'est opaque, il y a du liquide. Donc c'est un épanchement. Par exemple, à ma droite, c'est plutôt clair, c'est-à-dire il y a de l'air. Voilà, il n'y a pas de parenchyme pulmonaire. Donc, voilà, vous allez comparer entre ces deux images. L'épanchement pleural, vous voyez que ça décrit une concavité vers le haut. Ici. Attends, voilà, ici, une concavité vers le haut. Là, vous voyez que il y a un épanchement. C'est pas normal. Toute cette opacité qui va m'orienter vers le fait qu'il y a un liquide. Très bien. Donc, maintenant, on va parler d'une autre douleur. Donc maintenant, on va voir d'autres types de douleurs qui sont d'origine, comme on l'a dit toujours, d'origine pleurale, d'origine pulmonaire. On a les douleurs, cette douleur qui est la pneumonie franche lobaire aiguë, PFLA. La PFLA, pourquoi pneumonie? C'est-à-dire il y a une pneumonie. Franche lobaire, FL, franche lobaire, c'est-à-dire il y a un seul lobe pulmonaire qui est touché. Et A, c'est aigu, c'est-à-dire ça va apparaître d'une façon brutale. Donc là, je vous décris la douleur typique, parce qu'on décrit la forme typique qui est fréquente. Mais il faut savoir qu'il y a d'autres formes atypiques. Donc la douleur, elle est typiquement, fréquemment, sous-mamelonnaire. Elle est intense.
elle s'accompagne de fièvre, c'est une infection, c'est une pneumonie, c'est une condensation pulmonaire, donc c'est une infection, c'est une pneumonie, c'est d'origine bactérienne. Voilà, la pneumonie, elle est d'origine bactérienne, donc c'est une infection, donc elle va s'accompagner de fièvre. Ça, déjà, on l'a compris. Donc, elle va s'accompagner aussi de toux, avec des crachats rouillés de l'ENAC. Donc, des crachats rouillés, la roue, c'est comme de la roue. C'est orangé, c'est un peu sombre. Ils sont colorés. C'est des crachats colorés. Et bien sûr, de l'ENAC, parce que celui qui les a décrits, il a bien sûr mis son nom, c'est son droit. Donc, maintenant, on va décrire aussi une autre douleur qui est l'embolie pulmonaire. On l'a déjà fait dans l'origine cardiaque. L'embolie pulmonaire, donc c'est une douleur, comment elle est? C'est une douleur brutale, très bien. Il y a le caillou de sang. Donc, dans l'embolie pulmonaire, il y a un caillou de sang qui va se localiser au niveau des artères pulmonaires. Ça va être brutal. Ça s'accompagne d'une dyspnée de type polypnée d'emblée. Il y aura une polypnée d'emblée, c'est-à-dire des respirations superficielles, rapides. Il y aura les alvéoles vont se remplir, mais le renouvellement d'air, donc il n'est pas totalement renouvelé. Voilà, donc c'est une dyspnée de type polypnée d'emblée. Voilà, surtout quand elle est massive, quand c'est une embolie pulmonaire massive. C'est-à-dire quoi massive? C'est-à-dire quand elle touche les grandes branches, les grandes bronchioles. Parce que quand c'est des vaisseaux très petits, des fois, elle n'est pas accompagnée de dyspnée. Il n'y aura que la douleur. Voilà. Donc, quand c'est des branches et tout, quand c'est massif, ça va s'accompagner même de polypnée. Elle peut s'accompagner aussi de fièvre modérée, de tachycardie. Donc, tachycardie et insuffisance cardiaque gauche, oui, elle peut s'accompagner. Pourquoi? Car il y aura une hypertension pulmonaire. Donc, cette hypertension pulmonaire, dans le cœur droit, pardon. Donc, le cœur droit, il aura du mal à éjecter le sang vers le poumon. Voilà, donc voilà, c'est ça, il aura du mal, donc on pourra avoir une insuffisance cardiaque droite. Ensuite, après, donc on vous dit puis, tout est crachat hémoptoïque, c'est-à-dire après l'infarcissement, après la condensation pulmonaire, on aura des crachats hémoptoïques, c'est-à-dire ils vont être de faible abondance. Hémoptoïque, ça nous renvoie vers l'hémoptysie, c'est-à-dire c'est des crachats teintés de sang, ils vont être rouge-noir. Dans ce cas de l'embolie pulmonaire, ils vont être rouge-noir. C'est pas comme dans la pneumonie qu'on a expliqué juste avant. On aura un sang rouillé. Pourquoi déjà il va être rouillé? Parce que donc il va rester 48 heures ou quelque chose comme ça. Après, donc après 48 heures après, donc on aura des crachats rouillés, de sang rouillé parce qu'il n'est pas frais. C'est pas un sang frais. Comme dans l'embolie pulmonaire, il va être rouge, vif et noir. Très bien. Donc maintenant, je vous montre aussi la radio. C'est une PFLA. C'est une PFLA. Donc c'est une pneumonie franche lobaire aiguë. Là, c'est une pneumonie franche lobaire aiguë. Vous voyez l'opacité. Voilà, donc on voit l'opacité qui est parenchymateuse. Voilà, donc on voit ça sous mamelonnaire. Donc, on a terminé avec les douleurs d'origine pleurale. Donc, je vous ai parlé du pneumothorax, de la pleurésie, de l'hémothorax. On a parlé de la PFLA et de l'embolie pulmonaire parce que elle a deux origines, cardiaque et respiratoire. Très bien. Donc maintenant, on va parler des douleurs d'origine pariétale. Les douleurs d'origine pariétale, c'est-à-dire en rapport avec la paroi, les éléments à l'intérieur de la paroi. D'origine pariétale, donc c'est aussi des douleurs thoraciques et respiratoires, mais qui se localisent au niveau de la paroi. Elles ont toutes un caractère commun. C'est quoi? C'est qu'elles sont exacerbées, elles sont aggravées par la palpation. Quelqu'un, il consulte, je palpe, ça s'aggrave, ça va m'orienter vers ce qui est pariétal, quand ça s'aggrave à la palpation.
Donc, on va donner des exemples. Par exemple, la névralgie intercostale. La névralgie, déjà, c'est quoi la névralgie? La névralgie, c'est comme, par exemple, accidentellement, on l'a tous déjà fait, je sais. Accidentellement, vous avez cogné le coude quelque part. C'est comme une décharge. Vous ressentez comme une décharge. C'est une douleur lancinante, c'est-à-dire euh, qui se fait sentir, elle se fait sentir par des élancements aigus. C'est aigu, c'est brutal. Voilà, et cette névralgie, là je vous ai juste donné un exemple. Genre c'est quoi la névralgie? C'est une douleur lentissante, brutale, c'est comme une décharge, elle suit un trajet d'un nerf. Elle suit le trajet d'un nerf. Très bien. Donc on commence par la névralgie intercostale. La névralgie intercostale, comme son nom l'indique, c'est au niveau, on a un problème, c'est un problème au niveau du nerf intercostal. C'est un nerf, le nerf intercostal, c'est un nerf qui vient de la vertèbre, du trou de conjugaison de la vertèbre, le trou de conjugaison de la vertèbre, et ça passe en demi-ceinture vers la voûte. Il va passer en demi-ceinture vers la voûte. Donc la douleur, elle va suivre le trajet du nerf. C'est une douleur, on dit c'est une douleur intercostale en demi-ceinture parce elle va suivre le trajet du nerf intercostal qui va passer par la vertèbre. Donc le nerf, il va venir de la vertèbre du trou de conjugaison, puis il va passer en demi-ceinture vers la voûte. Très bien, là on l'a compris. Deuxième névralgie, c'est la névralgie phrénique. Toujours comme son nom l'indique, ça va toucher le nerf phrénique. Ça va toucher le nerf phrénique. Le nerf phrénique, comment? Le nerf phrénique, elle suit, donc c'est une douleur qui va suivre le nerf phrénique. Le nerf phrénique, il monte vers le haut. Il monte vers le haut, le long du bord externe du sternum. Il va monter comme ça le long du bord externe du sternum. Il va monter le long du bord du sternum. Maintenant, je veux juste que vous compreniez que cette névralgie, il n'y a pas que l'atteinte du nerf qui peut la donner. Une névralgie phrénique, par exemple, si on a un abcès du dôme, du sommet, le dôme c'est le sommet, du sommet hépatique, ça va irriter le diaphragme. On est d'accord, le foie il est juste sous le diaphragme. Ça va irriter le diaphragme et ça peut donner cette névralgie par exemple. Je vous ai juste donné ça entre parenthèses, juste pour que vous sachiez que c'est pas juste l'atteinte du nerf qui va donner la névralgie. Par exemple, on a dit l'abcès au niveau hépatique, il va nous donner une irritation au niveau du diaphragme qui va nous donner cette névralgie, cette douleur qui va suivre le nerf. C'est pour ça que la douleur d'origine, par exemple vésiculaire, etc., peut donner ce type de douleur. Ce type de douleur qu'on a décrit dans la névralgie phrénique, par exemple. Donc la phrénique, elle commence au niveau de la base du thorax, ensuite ça monte le long du bord externe du sternum jusqu'à la base du cou. Vous devez apprendre ce trajet. La névralgie phrénique, elle commence à la base du thorax, remonte le long du bord externe du sternum, puis elle monte jusqu'à la base du cou. Donc c'est là où on va sentir la douleur. Maintenant, on va passer vers la zona. C'est quoi le zona? Le zona, c'est quoi? C'est une reviviscence du virus de la varicelle. C'est le virus de la varicelle qui donne le zona. Donc, il a le virus de la varicelle, il a un tropisme, c'est-à-dire il a un tropisme nerveux, c'est-à-dire il va se situer dans les nerfs. Il a un tropisme nerveux, c'est-à-dire il va se situer dans les nerfs intercostales, et c'est lui qui va nous donner donc c'est lui qui va nous donner cette douleur en demi-ceinture. Maintenant, donc faudrait que vous sachiez que ce zona, il peut suivre, c'est pas que le nerf
par exemple intercostal, il peut suivre n'importe quel nerf. Il peut suivre le nerf phrénique, il peut suivre le nerf sciatique, etc. Ce virus-là, il a un tropisme nerveux, il peut suivre n'importe quel nerf. Je vous ai donné par exemple l'exemple du nerf phrénique, du nerf intercostal. Donc on peut avoir une douleur comme le nerf intercostal en demi-ceinture, par exemple, si c'est le nerf intercostal qui va suivre. Si c'est le nerf phrénique, etc. Ça dépend du nerf qui va suivre ce virus de zona de la varicelle. Très bien. Maintenant, donc ça donne une douleur névralgie, une douleur type névralgie intercostale avec une éruption vésiculaire. Avec une éruption vésiculaire. Donc ça sera très douloureux. Elle va être de type causalgie. C'est-à-dire quoi causalgie? C'est-à-dire une sensation de cuisson. Ou névralgie. On a expliqué la névralgie. Donc le zona, c'est le virus de la varicelle qui a un tropisme nerveux qui suit n'importe quel nerf. Il va nous donner une douleur. Cette douleur, elle va être comme le type de névralgie intercostale. Elle va être en demi-ceinture. Elle peut être de type causalgie, comme une sensation de cuisson, ou bien en névralgie, c'est-à-dire c'est comme une décharge. Voilà, et elle va s'accompagner avec des éruptions érythémato-vésiculaires. Vésiculaires, c'est-à-dire des éruptions vésiculaires, ce qui va être très douloureux. Très bien. Maintenant, notre quatrième exemple, c'est en rapport avec l'inflammation des articulations. Des articulations soit chondrosternales ou bien chondrocostales. C'est le syndrome de Tietz. Voilà, ce syndrome de Tietz, quand on va palper, on va exacerber. Quand on va palper au niveau des articulations, on va exacerber, on va aggraver cette douleur. En tout cas, c'est au niveau de tous ces exemples que je vous ai donnés là, ça va s'aggraver avec la palpation, à la palpation. Donc, le cinquième exemple, quand c'est une douleur d'origine traumatique, vous allez peut-être trouver une ecchymose. Vous pouvez trouver une ecchymose. Et toujours dans le cas de la palpation, ça va s'aggraver. Ça va s'aggraver comme on a dit. C'est quoi une ecchymose? Dans le cas traumatique, c'est une tache noire ou bien jaunâtre qui est produite par l'épanchement du sang sous la peau. Il y aura un épanchement du sang sous la peau qui va nous donner cette tache noire. C'est tout. En cas de trauma, on l'a déjà dit. Oui. Voilà. Voilà, c'est tout pour les douleurs thoraciques. Donc, on a dit d'origine pariétale et d'origine pleurale. On a parlé d'origine pariétale, c'est au niveau de la paroi. Donc, ça va toucher les nerfs. Nerf intercostal, nerf phrénique, la zone à n'importe quel nerf. Le syndrome de Tietz, ça va toucher les articulations, et traumatique, si par un traumatisme accidentel, ça peut nous donner cette tache-là. À la palpation, ça va toujours s'aggraver. C'est tout, c'est très simple. On va passer juste 5 minutes pour la toux. On va bientôt finir. Donc, la toux, c'est quoi? La toux, c'est une expiration par une glotte rétrécie, presque fermée. Donc elle est brève, elle est brusque, elle est bruyante. C'est une expiration à travers une glotte rétrécie. À vrai dire, la toux, c'est une réaction de défense. On tousse, pourquoi? Parce que le larynx, il est, par exemple, il est irrité. Le larynx, il est irrité parce que les branches sont irritées, parce qu'il y a du mucus, parce qu'il y a un corps étranger, parce qu'il y a du liquide au niveau des voies aériennes. Voilà, donc c'est pour ça. Donc là, l'organisme, il va réagir en provoquant la toux pour nous défendre, c'est ça. Donc c'est une réaction de défense face à un corps étranger, des sécrétions, des irritations. Sémiologiquement, donc on va décrire soit une toux sèche, c'est-à-dire elle ne va pas s'accompagner, ça ne va pas entraîner, va pas s'accompagner d'expectoration, c'est-à-dire c'est une toux, on va rien, elle va rien ramener avec elle, il n'y a rien qui va ressortir de la bouche, contrairement à la toux grasse. La toux grasse, elle va mobiliser des sécrétions qui vont être suivies d'expectoration. D'ailleurs, si vous restez par exemple à côté de quelqu'un qui va tousser, vous pouvez dire si c'est une toux sèche, c'est-à-dire il va tousser sans rien
excrété, l'atout gras, il va mobiliser, même s'il il n'exacerbe rien, il n'expectore rien, même s'il il ne va rien lâcher, vous allez sentir qu'il y a une mobilisation des sécrétions. Aussi, la toux, elle peut être soit bitonale, c'est-à-dire c'est-à-dire on aura un son aigu et un son grave qui vont se superposer comme si deux personnes, il y a deux personnes qui parlent, mais en vrai, il y a une seule personne. Donc voilà, on l'a dit, il y a un timbre aigu et un timbre grave. C'est dû à quoi? C'est dû à une atteinte. Soit il y a paralysie des cordes vocales, d'une corde vocale, ou bien il y a une inflammation uniquement au niveau d'une seule corde vocale. Par exemple, oui, s'il y a une inflammation uniquement au niveau de la corde vocale, par exemple, ça va nous donner une tumeur. L'exemple d'une tumeur, elle va nous donner une inflammation au niveau d'une seule corde vocale, par exemple. On a aussi ce qu'on appelle la toux rauque. La toux rauque, c'est comme l'exemple de la laryngite. On a on a ensuite la toux quinteuse. La toux quinteuse, c'est-à-dire il y a une succession de plusieurs épisodes de toux en même temps sans interruption. Donc le sujet va tousser, 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 tousser sans interruption. C'est ce qu'on appelle quinteuse. Et la toux émétisante, c'est-à-dire généralement c'est une toux quinteuse qu'on a décrit juste avant. Donc c'est une succession d'épisodes de toux sans interruption qui va s'accompagner de vomissements. Donc quand on tousse, voilà, il y aura un vomissement, donc ce qu'on appelle la toux émétisante. Maintenant, quand on tousse, il y a quoi au niveau de l'organisme? Il y a une hyperpression au niveau de l'abdomen. Il y a une hyperpression au niveau de l'abdomen, donc c'est un problème, il y aura un problème mécanique de pression, voilà. Donc, ce qui va faire remonter le contenu de l'estomac. Je vous explique la toux émétisante. Ça va faire remonter le contenu de l'estomac qui va être évacué donc par la bouche sous forme de vomissement, etc. Voilà, donc on a terminé les signes fonctionnels respiratoires, la première partie. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à me commenter, à la partager autour de vous et aussi à me corriger si j'ai fait n'importe quelle faute parce que je suis toujours une étudiante et je vous remercie énormément.